réveil, c'est le morning. Merci d'être avec nous à la une de l'actualité ce mercredi. Des centaines de réfugiés qui font route vers la France. 200 migrants vont d'ores et déjà poser leurs valises sur le sol français ce matin, et ce pour soulager l'Allemagne. Les élus locaux commencent à s'organiser. Emmanuel Valls ferme la porte à l'idée de n'accueillir que des chrétiens. Des déclarations faites hier soir par Manuel Valls à la synagogue Nazareth de Paris, où il a prononcé ses vœux à la communauté juive à quelques jours du Nouvel An pour le Premier ministre. Le combat contre l'antisémitisme est à reprendre. Et puis le Moyen-Orient recouvert d'un épais brouillard. L'image est apocalyptique mais bien réelle. Une tempête de sable d'une violence sans précédent touche la Syrie, le Liban, l'Irak et Israël depuis hier. Bilan, 8 morts. Fiamani Einstein, retenez ce nom car elle pourrait être à l'origine d'une crise diplomatique sans précédent entre l'Italie et Israël. Son parcours est étonnant. Ancienne députée italienne sous Berlusconi, elle vient d'être nommée ambassadrice d'Israël en Italie. La double loyauté est au cœur de la polémique. Enfin, ce record célébré par toute une nation, la reine Elisabeth II bat ce mercredi le record de longévité sur le trône britannique. 63 ans, 7 mois et 2 jours, d'étranges privilèges, de cérémonial et de chapeaux plutôt excentriques. On y revient en fin d'édition. Bienvenue à tous. 200 migrants venus d'Allemagne vont donc arriver ce matin en France. Les élus locaux commencent à s'organiser. Emmanuel Valls tiendra dans la journée une réunion interministérielle pour mettre en place l'accueil de ces réfugiés. Hier, je vous le disais, il a fermé la porte à l'idée de n'accueillir que des chrétiens. Une idée émise ces derniers jours par plusieurs maires français. Océane Nicole. Ils sont près de 200 à être attendus ce mercredi à Paris. François Hollande l'a confirmé, la France va soulager l'Allemagne qui a vu ces derniers jours des milliers de migrants d'origine majoritairement syrienne affluer dans les rues. Mais cette décision gouvernementale ne plaît pas à tous. En début de semaine, 2 maires de communes françaises, dans la Loire et en Franche-Comté, avaient précisé vouloir recueillir seulement les réfugiés chrétiens. Des propos discriminatoires que le Premier ministre français a tout de suite condamnés. Ce droit d'asile qui dit les valeurs de la France, vous le faites vivre, accueillir avec des règles bien sûr, avec une organisation sérieuse qui s'impose, ce droit d'asile vis-à-vis de ceux qui demandent la protection, quelle que soit son origine. On ne trie pas en fonction de la religion, on accueille les chrétiens, les musulmans, les yazidis, on ne trie pas. Le droit d'asile, c'est un droit universel. Les différents élus locaux ont commencé à se mobiliser face à cette crise des migrants que traverse actuellement l'Europe. Les maires se sont dit prêts à recevoir dans leur ville des familles fuyant la guerre. Le président François Hollande a annoncé que la France accueillerait 24 000 réfugiés supplémentaires. Les centaines de migrants attendus dans la journée seront à majorité pris en charge par la Croix-Rouge et seront hébergés dans la région parisienne. Alors, on vient de le voir, les élus locaux commencent donc à se mobiliser. Plusieurs municipalités se disent prêtes à recevoir sur leur territoire des familles qui fuient la guerre. Mais plusieurs maires de France voudraient circonscrire l'accueil dans leur commune aux familles chrétiennes. Manuel Valls, on vient de le voir, a rejeté, Myriam, fermement cette idée. Effectivement, Barbara, et c'est ce qu'il fallait faire sans aucun doute. Le Premier ministre a eu un ton extrêmement ferme à l'occasion de ses vœux pour la nouvelle année à la communauté juive à cette synagogue de Nazareth. Déclaration à l'occasion de laquelle il a précisé une fois de plus, il fallait encore le rappeler, que le droit d'asile est universel, qu'il ne peut pas y avoir de tri en fonction des religions, que c'est une discrimination qui, en France et dans la République française, est absolument inacceptable et qu'elle est elle-même contraire aux instructions de ces religions mêmes. Rappelons que le pape, hier encore, a rappelé tous les chrétiens de France et du monde à en faire davantage pour l'accueil de ces migrants et que l'Association des évêques de France s'est clairement dissociée des déclarations en provenance de plusieurs maires de droite et d'extrême droite. Manuel Valls extrêmement ferme, qui précise également que la France a aujourd'hui les moyens d'accueillir les 24 000 migrants qu'elle s'est fixé pour objectif d'accueillir dans les 2 ans à venir, avec 1000 également en urgence dans les prochaines semaines. On a vu que les premières centaines sont arrivées déjà depuis ce matin. Une déclaration de Manuel Valls qui avait déjà été prononcée un petit peu plus fermement encore par Bernard Cazeneuve. Voilà, alors des propos plus polémiques cette fois dans la bouche de Marine Le Pen, qui succèdent les déclarations très tranchées sur ce sujet également. Marine Le Pen extrêmement polémique qui enchaîne ces déclarations extrêmement contestées, excusez-moi.
Avec la photo du garçonnet mort sur une plage turque qui n'est toujours pas suffisant pour Marine Le Pen. Pour elle, il s'agit avant tout d'une immigration économique, dit-elle. Elle semble vouloir constater que sur les photos de l'immigration, 99% des gens présents sont des hommes aussi. Des arguments qui l'ont aidé à affirmer qu'il n'y aura pas de réfugiés dans les villes fronde nationale. Un début de fronde politique qui peut causer beaucoup de soucis à François Hollande. L'association des maires, qui est elle-même représentée également par les Républicains, par François Baroin, a elle précisé pour sa part qu'il fallait que cela se fasse sur la base du volontariat. Il faut préciser qu'il y a plusieurs dizaines de maires qui se sont portés volontaires pour accueillir ces migrants. Une règle qui ne sera probablement pas celle du gouvernement, qui a déjà affirmé que ce ne seront pas les localités, mais bien l'État qui prendra en charge l'accueil de ces migrants et qui ne laissera aucune discrimination sur ce sujet. Voilà, et pour les Républicains, quel positionnement sur cette question des migrants ? Alors pour les Républicains, un positionnement problématique également, parce que si le Front National a affirmé ne vouloir accueillir aucun migrant, eh bien cette phrase extrêmement contestée concernant l'accueil des migrants chrétiens, eh bien elle concernait deux maires républicains, le maire de Roanne, Yves Nicolin, et le maire de Belfort, Damien Meslot, qui ont affirmé qu'ils ne voulaient pas donc accueillir de migrants qui ne soient pas chrétiens. Et cela va même, dit-on, à l'encontre des valeurs chrétiennes. C'est ce qu'ont affirmé immédiatement leurs opposants. Alors pas encore de mobilisation de la part de Nicolas Sarkozy sur ce sujet. On attend la réaction officielle de l'ensemble des Républicains, mais un bras de fer qui risque d'aller très loin. Merci beaucoup, Myriam Danon. Voilà, il n'y a pas que la France qui s'organise. Les différents pays européens commencent eux aussi à se répartir l'accueil des migrants. Mais cette première vague de réfugiés n'est qu'un premier geste pour l'Allemagne. Le pays a l'intention d'accueillir encore plus de réfugiés, mais souhaite que l'effort soit mieux réparti à travers toute l'Europe. Léa Berducot. L'Europe s'agite pour faire face à la pire crise migratoire qu'elle ait connue. Ce mercredi, Jean-Claude Juncker doit proposer devant le Parlement européen de répartir 120 000 réfugiés sur les 2 prochaines années. Des migrants qui se trouvent actuellement en Italie, en Grèce ou en Hongrie. Pour la chancelière allemande, ce n'est qu'un premier pas. Nous aurons alors l'obligation de partager un nombre défini de personnes. Mais il reste un pas à faire. Car le nombre de réfugiés ne peut être déterminé en Suède ou en Allemagne. Il est le résultat de circonstances. Et c'est pourquoi nous avons besoin au final d'un système ouvert de quotas pour la répartition des hommes qui ont le droit d'asile. L'Allemagne est la première destination pour les migrants. Le pays a reçu durant le week-end quelques 20 000 personnes. La solidarité se met en marche, comme ici à Munich, où une ancienne concession automobile désaffectée a été reconvertie en centre d'accueil. Colline est volontaire, il souligne l'importance du travail bénévole. Je suis en congé cette semaine et je peux donc être ici probablement tous les jours en tant que dure cette situation et tant que l'aide bénévole sera nécessaire. Il y a déjà plusieurs choses qui ont été reprises par l'État et par la ville de Munich, par des professionnels aussi. Mais je pense qu'il est quand même important qu'en tant que bénévoles, nous soyons sur place. Angela Merkel a salué l'élan de solidarité des Allemands qui ont été nombreux à accueillir les réfugiés avec de la nourriture et des vêtements ces derniers jours. De nombreux Allemands prennent un accueil plus important car le pays en a les ressources. C'est clairement un grand défi, mais je crois que l'Allemagne est un pays tellement riche que nous pouvons bien y faire face. Et si tout le monde va dans le même sens et qu'un sentiment collectif naît, la chancelière s'est d'ailleurs aussi exprimée dans ce sens, cela permet à beaucoup plus de gens de se sentir concernés. Je crois que l'Allemagne peut y arriver. Mais malgré les bonnes volontés, l'Allemagne reste débordée par l'afflux. Le pays s'attend à recevoir 800 000 demandes d'asile cette année. Et on prend tout de suite la direction de Vienne. On retrouve notre envoyée spéciale, Julia Ganantia. Bonjour Julia, vous êtes à la gare de Westbahnhof, dans la capitale autrichienne. Alors sur le terrain, quelle est la situation ce matin ? Bonjour Barbara, eh bien écoutez, la situation était calme jusqu'il y a quelques minutes. À l'instant même où je vous parle, un train vient d'arriver de la Hongrie et à son bord 400 nouveaux migrants. Donc c'est un petit peu la confusion, il y a la police qui est là pour encadrer, pour éviter qu'un incident se passe. Ces gens ont voyagé depuis déjà plusieurs jours, ils ont passé la nuit en Hongrie et sont donc très fatigués. Les enfants sont encore emmitouflés dans les couvertures et les bénévoles, eux, ne sont pas encore arrivés parce qu'il est très tôt ici à Vienne, donc c'est donc, comme je vous le disais, un peu la confusion. Alors j'ai pu m'entretenir avec un de ces migrants qui est un Syrien. Il me disait, moi je n'ai qu'un rêve, c'est la France, mais ça me semble un peu compliqué. J'ai quitté Damas le 20 août et aujourd'hui je suis enfin à Vienne. C'est le soulagement évidemment, mais c'est aussi un peu l'appréhension parce qu'on ne le sait pas encore
qu'est-ce qu'il adviendra demain? Alors justement, un mot des solutions de demain. Alors malgré la répartition des migrants par pays, Julia, plusieurs États refusent pour le moment toujours l'accueil de ces réfugiés. C'est le cas de la Hongrie, mais également de la Pologne. Alors pour bien comprendre, pour le moment, ces quotas ne sont pas contraignants pour les États ? Effectivement, mais alors justement, aujourd'hui, ce mercredi, on est peut-être à un moment où tout pourrait changer. Vous savez que Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, va donner son discours sur l'état de l'Union à Strasbourg aujourd'hui et il va donc a priori donner en tout cas une indication comment on va répartir ces 120 000 réfugiés, puisque c'est vraiment la question et c'est là-dessus que toutes les tensions se concentrent. Beaucoup d'États n'en veulent pas, ne veulent pas de quotas obligatoires, d'autres le veulent. C'est là vraiment le point central du problème. Et aujourd'hui, Jean-Claude Juncker va avoir beaucoup de travail. Il y a véritablement un bras de fer sur cette question. Et c'est là justement encore que l'Union européenne va devoir... C'est un nouveau test en fait pour l'Union européenne. Et on va encore voir aujourd'hui ce qui va se passer. Mais la situation est incertaine. On espère une solution aujourd'hui. Alors, pour finir, quelle sera, Julia, l'étape suivante une fois que ces migrants seront répartis et arrivés à destination? Quel sera leur sort? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus? Est-ce que l'Europe va en discuter également? Alors, excusez-moi, c'était un petit peu la confusion, parce que comme je vous le disais à l'instant, les migrants sont en train d'arriver, beaucoup de monde, ils ont peur des caméras aussi, donc on a un peu de mal à travailler. Néanmoins, je vais essayer de vous répondre, puisque ces migrants qui sont là vont être dirigés, en tout cas pour ce qui est de Vienne, vont être dirigés dans un campement qui est dans une autre gare, qui se trouve dans une autre gare. Nos caméras n'ont pas pu le filmer hier, mais nous avons pu visiter ce camp. Il y a 500 réfugiés qui ont dormi là-bas hier soir. C'était un campement de fortune, beaucoup de lits, beaucoup de monde, ça fourmille. Mais il y a d'autres migrants qui vont aussi vouloir rejoindre l'Allemagne, peut-être dans une heure. Et puis la route des Balkans, elle continue, elle, jusqu'en Suède. Merci beaucoup Julien, on le voit derrière vous en direct ce matin depuis Vienne. L'afflux des migrants se poursuit donc ce matin encore à travers toute l'Europe. Alors justement, Vienne, on le disait, est une étape incontournable pour ceux qui arrivent des Balkans. Reportage en Autriche donc de Julia Galantia, notre envoyée spéciale. Ils sont enfin arrivés et leur visage en dit long. Certains ont quitté la Syrie il y a 15 jours, même s'ils ne savent pas ce qui les attend en Autriche, la fin du voyage est un soulagement. On a quitté la Syrie pour offrir à nos enfants une belle vie. On a fui la mort et on espère que les enfants auront une vie plus calme et sécurisée que la nôtre. Un peu plus loin sur le quai, Karia El Awad. Elle est maintenant réfugiée pour la seconde fois. Ses parents ont quitté le quartier de Yafo à Tel Aviv en 1948. Il y a un mois, elle a quitté sa maison à Latakia pour venir à Vienne. Elle attend aujourd'hui d'autres membres de sa famille. Je suis venue ici pour que mes enfants puissent apprendre et aller à l'université. Ils trouveront du travail. Nous voulons être capables de rendre un jour à ce pays tout ce qu'il est en train de nous donner. Welcome, c'est le mot d'ordre dans cette gare. Ici, les migrants sont la bienvenue. Les bénévoles et les traducteurs les accueillent, leur proposent de l'eau, des boissons chaudes, de la nourriture, des vêtements, mais aussi un peu d'argent et puis des tickets de train. Car pour certains, le voyage n'est pas terminé, ils veulent partir en Allemagne. Au total, l'Autriche a accueilli plus de 10 000 migrants. Beaucoup sont ensuite partis en Allemagne. L'Allemagne, qui attend cette année 800 000 arrivées de migrants, c'est 4 fois plus que l'an dernier. Ce mardi, le ministre des Finances assure que tous les moyens financiers nécessaires seront mis en œuvre pour accueillir et intégrer les réfugiés appelés à s'installer dans le pays. Et il n'y a pas que l'Europe centrale qui se démène face à cette crise. Retour ce matin sur l'île de Lesbos en Grèce où la tension reste extrêmement vive, devenue, vous le savez, une des premières étapes du périple européen des réfugiés. Et bien cette petite île grecque est au bord de l'explosion. Léa Berdugo. Une situation explosive pour cette île de 85 000 habitants. Ce lundi, des milliers de réfugiés sont parvenus à arriver à Athènes en ferry, le second en moins de 24 heures à rejoindre le port de Pirée. À Lesbos, qui accueille la moitié des flux, ils sont nombreux à dénoncer une confusion grandissante dans la gestion de la situation par les autorités. Samedi, la police et des déplacés se sont affrontés dans la soirée. Résultat, un réfugié blessé et hospitalisé. Omar est un réfugié syrien originaire d'Idlib. Il dit avoir été victime de violences policières.
Très très dur la vie dans le camp, au port. La police aime attraper, aime tuer, aime bousculer. On a une femme dans notre famille, elle est enceinte. La police la bouscule, lui fait plein d'autres mauvaises choses. Les autorités grecques ont pris dimanche une série de mesures d'urgence pour accélérer le transfert des déplacés vers la capitale grecque. Nader et Mohamed font partie de ces évacués. J'ai besoin d'un futur pour mes enfants, pas pour moi. J'ai 42 ans, peut-être que je peux trouver un petit boulot, quelque chose. Mais mes enfants peuvent trouver leur futur. C'est pour ça que je suis venu. Je viens d'Afghanistan, je suis passé par beaucoup de pays pour arriver jusqu'ici. C'est difficile d'arriver jusqu'ici. Selon la police portuaire, 2600 réfugiés et migrants ont été recueillis en mer par les gardes-côtes grecs entre vendredi et lundi matin. Depuis janvier, la Grèce a enregistré 230 000 entrées par voie maritime. Et on retrouve notre correspondant depuis Athènes, Ismaël Mereghetti. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, quelle est la situation ce matin dans le pays? Est-ce que l'île de Lesbos a été quelque peu soulagée? Alors, un petit peu, effectivement, car les autorités grecques ont mis à disposition un certain nombre de bateaux pour permettre à ce nombre important de migrants de rejoindre Athènes. Mais la tension reste forte entre les migrants et les policiers et entre les migrants eux-mêmes. Une véritable compétition s'est instaurée. Les Syriens sont un petit peu plus favorisés du point de vue de l'asile politique et beaucoup de migrants, qu'ils soient irakiens ou afghans, essayent de se faire passer pour des Syriens, ce qui pose problème entre les migrants entre eux. Donc la situation reste très tendue à Lesbos aujourd'hui. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il en sera du sort de ces femmes, de ces enfants arrivés à Athènes? Ensuite, ils seront placés dans des camps? Alors écoutez, les autorités ne font rien. Les réfugiés sont livrés à eux-mêmes une fois arrivés à Athènes. Aucune structure d'accueil, aucun centre d'hébergement n'est mis à leur disposition. Le gouvernement n'en a tout simplement pas les moyens. Alors pour les réfugiés, deux cas de figure se présentent selon l'argent dont ils disposent. Pour ceux qui n'ont plus assez d'économie pour poursuivre leur périple, restent provisoirement à Athènes dans des campements de fortune installés dans des parcs, dans des hôtels insalubres ou dans des appartements où ils s'entassent à 10 ou 15, le temps de se trouver un petit job et de reconstituer un pécule pour continuer. Pour les plus aisés, les Syriens notamment, bien souvent issus des classes moyennes ou bourgeoises, l'objectif est de quitter Athènes le plus rapidement possible. En bus, en train ou même parfois en taxi collectif, ils rejoignent Thessalonique, au nord du pays, non loin de la frontière avec la Macédoine. Et là, pour eux, c'est un nouveau périple, plus difficile et plus dangereux qui commence, à savoir la traversée des Balkans à pied pour se rendre en Europe occidentale et laisser derrière eux une Grèce en crise qui ne leur offre aucun avenir. Alors, la Grèce est en pleine campagne électorale, hein, on le rappelle, des élections qui doivent se tenir ce mois-ci. Est-ce que ce thème de l'immigration est devenu le thème central? Est-ce qu'il a dépassé celui de la crise économique? Alors non, ce n'est pas un véritable thème important de la campagne. Alexis Tsipras n'en parle pas du tout. Il s'applique exclusivement à défendre l'accord signé avec les Européens et à se présenter comme le seul capable de mener à bien une sortie de crise dans les prochains mois. C'est bien le problème pour la droite qui, elle, peine à faire oublier sa responsabilité dans les plans d'austérité passés et qui tente donc de replacer cette question de la crise migratoire au centre du débat. Alors pour l'instant, ça ne prend pas. Le thème reste encore très secondaire, mais il reste 10 jours de campagne, donc tout peut arriver. Merci beaucoup Ismaël depuis Athènes. Voilà, et dans cette crise des migrants, plusieurs pays sont pointés du doigt pour leur indifférence à cette crise car ils ne sont pas directement concernés. Alors en tête de liste, les États-Unis, mais également les pays du Golfe. En revanche, le Brésil et le Venezuela ont annoncé leur volonté d'accueillir à bras ouverts ces réfugiés. Salah Lazerwal. Tous les pays ne réagissent pas de la même façon face à la crise des migrants. Submergée par l'afflux de demandeurs d'asile, l'Europe s'adapte et établit des plans de répartition de ces 4 millions de réfugiés syriens. La France va en accueillir près de 24 000, l'Allemagne 30 000 et les États-Unis 1 400. Dérisoire, ce chiffre annoncé par Washington fait réagir les Européens, notamment le président de l'association International Rescue Committee. Vous me demandez si les États-Unis devraient jouer un rôle aux côtés de l'Union européenne sur la crise des migrants.
Ma réponse est évidemment et clairement oui, pour 2 raisons. D'abord, la crise des migrants au Moyen-Orient est due au conflit syrien. Les pays frontaliers, principalement des alliés américains comme la Jordanie, s'effondrent face à la pression de millions de réfugiés. D'autre part, les États-Unis ont historiquement toujours été un refuge pour les migrants, le leader mondial de ces questions. Mais au cours de ces 4 années de guerre, les États-Unis n'ont accueilli que 1400 réfugiés syriens. Face à la pression, le département d'État américain a promis d'accueillir jusqu'à 8000 migrants. Si John Kerry constate l'urgence de cette crise migratoire sans précédent, il ne s'engage toutefois pas à accueillir plus de migrants. À l'instar des États-Unis, les pétromonarchies du Golfe n'ouvrent pas leurs frontières à ces demandeurs d'asile. Fustigé dans le monde arabe, le silence des pays du Golfe est toutefois malmené sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, le hashtag « Accueillir des réfugiés est une obligation pour le Golfe » prolifère. Seule l'Amérique latine donne l'exemple. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a déclaré vouloir accueillir 20 000 réfugiés syriens, alors que la présidente brésilienne Dilma Rousseff s'est dite prête à accueillir ceux qui, expulsés de leur patrie, voudraient venir vivre, travailler et contribuer à la prospérité et à la paix du Brésil. Si 50 000 réfugiés syriens ont débarqué en Grèce en juillet, plus de 2000 d'entre eux ont péri en haute mer. Voilà, et face à des États dépassés, plusieurs initiatives personnelles. La question de l'accueil des migrants est aussi une question de budget. Et plusieurs milliardaires proposent leur aide. Myri, tout d'abord, cet appel du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU aux milliardaires, justement. Oui, aux milliardaires italiens, donc pas n'importe lesquels. L'appel a été publié dans la presse italienne et s'adresse directement, en fait, à ces riches italiens. Il rappelle d'abord, le HCR rappelle d'abord qu'il y a 219 000 Italiens qui ont un patrimoine supérieur à 1 million d'euros. Et donc, il s'adresse directement en disant, si tu lis cet appel et si tu en fais partie, sache qu'avec 15 000 euros, on peut faire vivre dignement pendant une année 10 familles syriennes réfugiées en Jordanie. Alors, on ne sait pas encore si cet appel a vraiment eu un impact et si les richissimes italiens y ont répondu ou pas. En tout cas, c'est un appel très ciblé puisque c'est pour les Syriens réfugiés en Jordanie et non pas pour les migrants installés ou arrivés en Europe récemment. Ceux qui sont déjà arrivés. Bon, en tout cas, des millionnaires se mobilisent déjà depuis le début de cette crise, comme ce couple qui part en mer sauver des migrants en perdition. Mais alors, ce n'est pas une nouvelle initiative, hein. Elle date, tenez-vous bien, d'avril 2014, donc bien avant ce nouveau flux migratoire exceptionnel. Et donc c'est un couple d'américano-italiens, Regina et Christopher Catrambone. Alors en fait le couple a été très ému par ces images, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces corps allongés à Lampedusa en Italie. Voilà, on écoute tout de suite Regina. Tout a commencé lorsque nous étions en vacances en mer entre Lampedusa et la Tunisie. Nous avons vu une veste flotter dans l'eau. Le capitaine qui était près de nous a dit que le propriétaire de la veste n'était sans doute plus de ce monde. Ouais, c'était un véritable déclic quand ils ont vu cette veste et donc ils se sont dit on a beaucoup d'argent, on va le mettre à profit. Ils ont acheté un bateau, le Phoenix, un Zodiac, des équipements. Ils se sont alliés avec Médecins sans frontières et ont fondé une association qui continue donc jusqu'à ce jour à œuvrer, à partir en mer à la rencontre de ces migrants en perdition. Et le site de l'association annonce que 11 000 vies ont déjà été sauvées depuis le début de cette initiative. Et le couple annonce également que depuis cette image terrible du petit Aylan sur les plages turques, eh bien 10 000 donateurs se sont manifestés en 48 heures et ont donné 600 000 euros à l'association. Alors, autre initiative, on en parle depuis plusieurs jours. Il s'agit d'un milliardaire égyptien qui propose de racheter une île grecque pour y loger des réfugiés. Oui, en fait, c'est Naguib Sawiris. C'est un homme d'affaires qui est très proche d'Al-Sisi, qui était aussi très proche de l'ancien président égyptien. Il a lancé sur Twitter un appel. Eh bien, il veut racheter une île au large de la Grèce ou de l'Italie. Alors, il dit « Grèce ou Italie, vendez-moi une île, je déclarerai son indépendance, accueillerai les migrants et leur fournirai des emplois grâce à la construction de leur propre pays. » Le milliardaire égyptien est prêt à débourser, tenez-vous bien, entre 10 et 100 millions de dollars. Et il a même trouvé un nom à cette île, Aylan Iceland,
justement du nom du petit Syrien retrouvé mort sur la plage turque récemment. Merci beaucoup, Myriam. Et en bref, sachez que les chrétiens d'Orient qui fuient ces guerres étaient au centre des débats hier à Paris lors d'une conférence de l'ONU sur les minorités en danger au Moyen-Orient. Une réunion sous présidence française et libanaise. François Hollande était sur place. Voilà, autre chose à présent, avant de se quitter pour un nouveau journal. Les Américains l'ont baptisé le Big One, un tremblement de terre d'une magnitude record. Il pourrait frapper à tout instant la côte ouest, Betsabe. Oui, alors le Big One, c'est le nom de ce tremblement de terre, donc hypothétique, et titre de l'article du New Yorker le 20 juillet dernier. Un Big One qui menacerait la côte ouest de l'Amérique du Nord. Attention, depuis Los Angeles à Vancouver en passant par Washington. Alors c'est une faille qui est en cause de 1280 km et qui court au fond de l'océan. Son nom c'est Cascadia et elle est beaucoup plus redoutable que sa petite copine de Saint-Andreas qui est pourtant beaucoup plus populaire. En effet, prévient le New Yorker, eh bien ce sera la pire catastrophe naturelle qu'ait connue le continent. Attention, 9,2 sur l'échelle de Richter, des secousses qui entraîneraient un tsunami avec des vagues allant jusqu'à 30 mètres de haut, des dizaines de milliers de victimes, au moins autant de sans-abri et bien sûr d'énormes dégâts économiques. Alors, la probabilité que ce Big One frappe la côte ouest, eh bien un tremblement de terre de ce genre survient en moyenne tous les 243 ans. Or, eh bien, le dernier énorme séisme d'environ 9 sur l'échelle de Richter remonte à 1700, c'était il y a 315 ans. Il semble donc que l'heure est sonnée. Alors, pas de quoi rassurer non plus ces révélations qui sont apparues sur Internet. Par exemple, par Portland, dans l'Oregon, eh bien, la moitié des écoles de la ville ne sont pas aux normes, les ponts non plus. Et pourtant, l'Oregon, regardez, est en plein dans la zone menacée. Regardez la carte publiée dans un autre article du New Yorker qui semble avoir pris goût aux caprices sismiques. En vert, eh bien, le Big One parviendra tout juste à vous réveiller au milieu de la nuit et à faire tomber les objets les plus légers. Par contre, si vous êtes dans la zone rouge, alors même les immeubles les plus costauds ne résisteront pas. Au choc, voilà. Et les réseaux sociaux aussi, sous la panique. Alors, la panique qui se ressent sur place. Les forums de mères de famille ont mis de côté les fournitures de rentrée pour se pencher plutôt sur les réserves d'eau. Autre symptôme de cette frayeur qui s'est emparée des Américains, eh bien, plus un seul pompier technicien n'est disponible avant des mois. Ils sont tous surbookés. Alors, est-ce qu'il y a des moyens de prévention rapidement au niveau national? Eh bien, il y a ce système d'alerte sismique avancée. Ça existe au Japon depuis quelques années. Il prévient 3 à 5 minutes avant les secousses. Il donne le temps de stopper les trains, de faire évacuer les gros immeubles. Le problème, eh bien, ça nécessite une levée de fonds de la part du Congrès. Et pour cause, c'est une dépense de 250 millions de dollars. Un investissement intéressant, cela dit. Merci beaucoup, Betsabe. Allez, on se quitte pour un nouveau journal. Juste après, le Moyen-Orient, vous le voyez derrière moi, toujours recouvert d'un épais brouillard. L'image est apocalyptique, mais bien réelle. Tempête de sable d'une violence sans précédent qui touche la Syrie, le Liban, l'Irak et Israël depuis hier. Le détail après un nouveau journal. Plateau du Morning, merci d'être avec nous. Le Moyen-Orient, toujours recouvert d'un épais brouillard. Vous le voyez, derrière moi, le décor est absolument opaque ce matin encore. Et l'image, vous allez le voir, est apocalyptique mais bien réelle. C'est une tempête de sable d'une violence sans précédent qui touche depuis 24 heures la Syrie, le Liban, l'Irak et Israël. Reportage Benjamin Le Souef. Une atmosphère de fin du monde. Voilà le décor dans lequel s'est réveillé hier le Moyen-Orient. L'épaisse tempête de sable venue de Syrie et d'Irak s'est installée sur tout l'est du bassin méditerranéen. Elle a répandu sur son passage une très fine couche de poussière. C'est cette poussière qu'on retrouve dans l'air qui crée un décor aussi impressionnant. Je me suis levé ce matin, j'ai vu tout en jaune. J'étais tout seul à la maison. J'étais sûr que c'était l'apocalypse, que je m'étais réveillé 10 ans plus tard. C'était comme une ville fantôme. J'étais dans le bus et je voyais les endroits les plus fréquentés sans personne. C'était quelque chose à voir. Si le Liban a été plus largement touché, Israël et la Cisjordanie ne sont pas en reste. Jérusalem, Ramallah, Tel Aviv, partout les images du ciel chargées. Une telle atmosphère n'est pas sans impact sur l'humeur de la population.
Il fait très chaud, ce n'est pas agréable. Mon humeur n'est pas extraordinaire parce que mon enfant est malade, mais je ne sais pas si c'est à cause du temps. Donc nous sommes en chemin pour le service d'urgence. Un service d'urgence qui devrait se remplir aujourd'hui après les éventuelles expositions de longue durée de la journée d'hier. Cette poussière est en effet potentiellement dangereuse pour la santé. Une vigilance toute particulière est à observer. Les populations à risque lorsqu'une météo comme celle-ci arrive sont les personnes âgées, les enfants, les gens avec des problèmes pulmonaires ou cardiaques marqués et les femmes enceintes. Donc, ces personnes doivent, tant que faire se peut, minimiser le temps qu'elles passent à l'extérieur. Et si elles doivent aller dehors et qu'elles ont ce problème sous-jacent, c'est probablement mieux de porter un masque pour minimiser la quantité de poussière qu'elles respirent. La tempête devrait se dissiper pour laisser à nouveau place au soleil d'ici jeudi. Voilà, dans les prochaines heures, en tout cas, cette tempête de sable devrait se dissiper, effectivement. Myriam, alors ce phénomène n'est pas exceptionnel dans la région, même s'il atteint plusieurs records cette fois. Ce qui est exceptionnel, en revanche, c'est qu'il arrive si tôt dans l'année. Ça arrive normalement plutôt au printemps. Au printemps, voilà, donc c'est un peu plus tard. Et il y a déjà eu, ce printemps dernier, il y a déjà eu une tempête de sable, mais évidemment pas de cette intensité. Alors évidemment, la région s'y prête, c'est une région désertique. Par définition, le désert, il y a du sable. Et donc, il suffit qu'il y ait des vents violents pour entraîner les grains de sable. Et puis, ici, des vents un peu plus violents, jumelés avec une dépression, eh bien, ça amène le sable de plus en plus loin. La tempête est partie d'Irak, est descendue donc du nord au sud. Syrie, Liban, Israël, l'Égypte, même Chypre maintenant est touchée. Vous voyez donc qu'elle se déplace, cette tempête. Et certains touristes dans la région, il y en a beaucoup, surtout en août et septembre, puisqu'on est en septembre. Certains touristes trouvent ça très joli, c'est la première fois qu'ils le voient, écoutez. C'est un temps magnifique, je n'avais jamais vu de tempête de sable et c'est très joli. Vous n'avez pas besoin de voir quoi que ce soit, vous n'avez qu'à penser et imaginer comme c'est beau. Voilà, donc vous voyez, c'est un phénomène naturel, mais alors il faut le souligner, Barbara, qui peut être aggravé, et c'est le cas notamment en Israël ou dans les pays du Moyen-Orient, peut être aggravé par les actions des humains, puisque avec ce vent rempli de sable, se mêlent des particules de poussière et de pollution. Voilà, c'est un cocktail explosif, on le rappelle, qui peut être très dangereux pour la santé. Oui, déjà 8 morts comptabilisées depuis hier. Il y en a eu 6 en Syrie. Ce n'est pas une surprise, surtout dans les camps de réfugiés, puisqu'ils sont très très mal isolés. Évidemment, ils ne peuvent pas s'isoler de ce vent de sable. Il y en a eu 2 au Liban, un enfant, une personne âgée. Là encore, 2 personnes très fragiles, puisque les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées sont le plus exposées. Et il ne faut pas oublier que quand on respire, ce sable, il rentre évidemment dans les poumons et on pourrait donc avoir une détresse respiratoire. Et on écoute ces témoignages. Nous souffrons beaucoup et d'une façon anormale. Nous prenons des précautions autant que nous pouvons, en portant des masques, surtout près des poubelles et dans les embouteillages. C'est irrespirable et nous souffrons beaucoup. Le temps est vraiment difficile à supporter avec ce sable et l'humidité. Je suis obligée de sortir pour aller au travail, mais je suffoque. Je serais restée à l'intérieur avec l'air conditionné si j'avais eu le choix. Alors, quelles sont les recommandations pour se protéger face à cette tempête de sable? Alors, la toute première, c'est de sortir le moins possible, évidemment. Se mettre dans une maison où on a tout fermé, fenêtres, portes, avec de l'air conditionné, puisque les températures avoisinent les 30 à 35 degrés. Ouais. Les exercices sportifs, évidemment, à exclure totalement. Et les fumeurs, par exemple, ne doivent pas fumer. Oui. Ça va de toute façon, en règle générale, et bien là, encore moins. Voilà. Et donc, si vous devez tout de même sortir, prenez un masque. Des lunettes également de soleil parce qu'on n'est pas à l'abri d'un grain de sable dans les yeux. Et puis attention, si vous prenez la route, très important, mettez les feux de croisement, les feux de brouillard, ralentissez parce que non seulement on voit moins bien, mais aussi ça glisse avec une couche de sable sur... Voilà, donc faites très attention, mais ça va passer apparemment d'ici quelques heures. Ce soir, et on n'y voit pas grand-chose ce matin encore, comme en témoigne ce décor que vous pouvez apercevoir derrière moi. Voilà, ce brouillard opaque qui recouvre encore l'ensemble de la région. Merci Myriam. Allez, retour en France. À quelques jours du Nouvel An juif, Manuel Valls a prononcé ses vœux hier à la communauté juive de France, à la synagogue Nazareth à Paris. Le Premier ministre a estimé que le combat contre l'antisémitisme était à reprendre, en ajoutant qu'une vaste campagne de communication gouvernementale serait lancée cet automne pour sensibiliser les Français à la lutte contre l'antisémitisme. Écoutez le Premier ministre. Aujourd'hui, le combat est à reprendre. La France doit avoir plus conscience de ce que l'on ne doit jamais oublier, car
soyons lucides, nous avons oublié. Cette négation rampante de la Shoah, cher Claude Lanzmann, cette haine des Juifs qui a grandi dans nos quartiers populaires, s'est propagée sur Internet et a contaminé les esprits d'une partie de notre jeunesse. Il y a aussi cet antisionisme de façade, cet antisémitisme qui ne dit pas son nom. Et c'est pour cela qu'il fallait résister, comme l'a fait la maire de Paris, à cette polémique insensée qui, derrière une condamnation sans fondement de la ville de Tel Aviv, cachait mal, pour certains en tout cas, une détestation de l'État d'Israël et du peuple juif. Je mets en garde ceux et celles qui soufflent sur des braises et allument des feux qu'ils sont bien incapables d'éteindre. Après Ilan Halimi, après Toulouse, après la porte de Vincennes, quand on est un responsable politique, quand on est un élu de la République, on doit toujours mesurer la portée de ces déclarations. Et ne pas le faire, c'est se rendre responsable d'une faute morale. Voilà, Manuel Valls, hier soir donc à la synagogue Nazareth de Paris. On va décrypter ces déclarations avec vous. Daniel Haïk, bonjour, merci d'être avec nous. Alors avant de parler du fond, un mot de la forme. Cette tradition finalement est assez récente d'un Premier ministre dans une synagogue à l'occasion du Nouvel An juif. Il n'est pas courant que dans la République laïque française, eh bien, un Premier ministre vienne s'exprimer dans une synagogue. Or, c'est une tradition qui a été instaurée il y a quelques années, en 2006, tout de suite après l'assassinat d'Ilan Halimi. C'était à l'époque une volonté de la part des autorités françaises de rassurer la communauté, et ça l'est encore plus aujourd'hui, quelques mois après les attentats du mois de janvier. Alors, sur le fond, des mots utilisés par Manuel Valls hier, comment interpréter ces déclarations finalement assez alarmistes quand même dans la bouche du Premier ministre ? Oui, d'abord, il faut comprendre que Manuel Valls est un ami de la communauté. Il est considéré comme tel au sein de la communauté juive. Il a même été la cible de l'antisémitisme au cours des derniers mois de par les origines de son épouse, qui est d'origine juive. Et donc, il est à même de parler de lutte contre l'antisémitisme. Il l'a fait au mois d'avril dernier en annonçant un programme de lutte contre l'antisémitisme budgétisé à plus de 100 millions d'euros. Et aujourd'hui, il veut essayer on va dire, de canaliser, de focaliser ce programme en essayant de lancer une campagne de sensibilisation auprès de la population, de communication, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'est l'antisémitisme, quels sont les dangers de l'antisémitisme, de sensibiliser à travers dans différents domaines. Et c'est important, il faut rassurer effectivement la communauté juive, une communauté juive qui n'est pas sortie du traumatisme des événements du mois de janvier, qui est dans l'incertitude et qui est une communauté qui se pose des questions sur son avenir en France. Il y a une augmentation de la Aliyah, de la montée des Juifs de France en Israël au cours des derniers mois. On parle de 8 000 à 8 500 Juifs de France qui devraient arriver dans le courant de l'année 2015 en Israël. Et cela inquiète beaucoup les autorités françaises, cela préoccupe beaucoup. Et non seulement Emmanuel Valls à gauche, mais même Alain Juppé à droite l'ont dit, le départ des Juifs de France est considéré comme un échec. C'est un échec pour la République. Il a répété hier. Et Manuel Valls l'a déjà dit à plusieurs reprises. Il a dit que la France sans les Juifs ne serait pas la France. Et donc, quelque part, il y a une volonté de la part des autorités de rassurer cette communauté, pas seulement en disposant des militaires qui ont été maintenus donc depuis le début du mois de janvier devant les lieux de culte et les lieux publics de la communauté, mais essayer de lancer une campagne visant à essayer de minimiser l'antisémitisme. Il faut rappeler que le nombre d'actes antisémites en 2015, entre janvier et mai 2015, a augmenté de 84% par rapport à 2014 et de 160% par rapport à 2013. Voilà, des chiffres inquiétants. Manuel Valls a tenté de rassurer hier. Merci beaucoup, Daniel Haïk. Et puis l'armée française a effectué hier ses premiers vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie, comme l'avait annoncé la veille François Hollande, des vols réalisés par 2 avions Rafale dotés d'appareils photo et de vidéo, et des vols qui ouvriraient la voie à des frappes aériennes. Je vous propose d'écouter à ce sujet le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Les décisions qui étaient prises et annoncées par le président de la République hier sont suivies des faits, puisqu'il avait été dit qu'il y aurait des vols de reconnaissance, mais il a été ajouté que ces vols de reconnaissance détermineraient le moment venu telle ou telle action qui devra être prise. Et le moment
sera venu lorsque nous vous le dirons. Voilà, et on reste en Syrie, où un drôle de phénomène a lieu ces derniers jours et pourrait trahir un secret militaire de premier plan. Des selfies de soldats russes en Syrie ont été postés sur les réseaux sociaux du pays. Elles montrent des militaires russes, jeunes, parfois très jeunes, Maurice, sur le front dans la guerre contre Daesh en Syrie. Pas vraiment dans la guerre, mais disons sur le front, c'est le site russe Ruslan Leviev qui publie ces pages de réseaux sociaux qui s'appellent V-Contact, où les soldats russes publient des photos. Alors j'ai choisi pour vous une parmi des dizaines, un jeune soldat, Maxime Masnikov, officier de la 819e brigade de la marine russe. Alors le 20 mars 2015, il est sur le Bosphore et il se prend en photo sur le pont d'un navire de guerre russe en passant le Bosphore. Regardez, vous allez voir cette photo. Ouais. Pour le moment, il n'est pas encore arrivé en Russie. On sait que la Russie a une base navale à Tartour en Syrie et que de nombreux navires de guerre y font escale. Alors la photo de Maxime Mashnikov publiée le 22 août ne laisse là plus aucun doute. Un selfie à côté du portrait Assad et de Poutine. Pas vraiment en tenue de guerre. Pas vraiment en tenue de guerre, mais c'est dans la base. Donc une photo qui a été probablement prise en Syrie. Mais attention Barbara, je vous l'ai dit, si de nombreux conseillers et experts militaires russes se trouvent effectivement en mission en Syrie, cela ne veut pas dire nécessairement que ces soldats participent directement au combat. Par contre, la vidéo que nous allons voir maintenant jette le trouble. Regardez, il s'agit d'une vidéo datée du 23 août d'une milice pro-Assad qui part au combat. Regardez ces images, vous allez voir, au cours de l'opération, tandis que les soldats s'abritent derrière un mur, on entend des hommes crier en russe « Davai, Davai, les choras ». Je ne parle pas très bien le russe, mais ça veut dire « Vas-y, vas-y, encore une fois ». Là, il ne fait plus aucun doute que ces hommes de pro-Assad sont dirigés au moins par des officiers russes sur le terrain. Alors, cette fois, donc, aucun doute, il y a bien des soldats russes qui participent au combat. Du reste, alerté par les rumeurs sur la présence de soldats russes en Syrie, le secrétaire d'État américain John Kerry téléphone à son homologue Sergei Lavrov le 6 septembre pour lui dire son mécontentement et son inquiétude. Un peu plus tôt, fin juillet, au cours d'un point de presse, le porte-parole de la Maison-Blanche n'avait pas caché les inquiétudes de Washington. On l'écoute. Nous sommes au courant de ces informations selon lesquelles la Russie aurait déployé des troupes et des avions en Syrie et nous suivons ces informations de près. Tout soutien militaire au régime d'Assad, quel que soit le but, que ce soit des troupes, des avions, du ravitaillement, des munitions ou de l'argent, toute aide militaire est déstabilisatrice et contre-productive. Voilà, alors la veille, en marge d'un sommet économique, Vladimir Poutine avait critiqué le manque d'efficacité des frappes aériennes alliées en Syrie et qualifié de prématurée une intervention militaire russe, sans démentir le fait que Moscou apporte un soutien sérieux en matériel, en armement et en formation au régime d'Assad. Alors John Kerry et Sergei Lavrov devraient poursuivre leur dialogue sur la Syrie en marge de la 70e Assemblée générale des Nations Unies du 17 au 22 septembre prochain. Le chef de la diplomatie russe devrait présenter son plan pour la Syrie. Merci beaucoup, Maurice. On va se quitter pour un nouveau point complet sur l'actu juste après. Fiamma Nirenstein, retenez ce nom car elle pourrait être à l'origine d'une crise diplomatique sans précédent entre l'Italie et Israël. Son parcours est étonnant. Ancienne députée italienne sous Berlusconi, elle vient d'être nommée ambassadrice d'Israël en Italie. Une nomination qui soulève des polémiques sur la double loyauté. Le détail après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Léonore Veil. De retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous, bienvenue si vous nous rejoignez. Le jour du Shabbat s'invite au cœur des championnats professionnels de football en Israël. Résultat, aucun match ne sera disputé ce week-end dans le pays et c'est une première dans l'histoire du football israélien. En cause, une décision de justice qui vise à obliger les footballeurs à respecter le repos sacré du Shabbat. Reportage que vous signez Mathias Inbar, on en parle juste après. Plaisir. Jouer ou ne pas jouer Shabbat? La question est désormais sur toutes les lèvres des joueurs professionnels de football en Israël. Comment tout a commencé? Le principal détenteur des droits télévisés du football a décidé de diffuser la Ligue 2 locale. En contrepartie, le match phare, chaque semaine, sera diffusé le samedi en plein Shabbat. Problème,
La Liga Léomite ne joue plus le jour du Shabbat depuis 6 ans. Et certains joueurs, comme le gardien Avi Evgi, s'estiment floués. Car après 10 saisons passées dans l'élite, il a effectué un retour à la religion et a justement choisi l'étage inférieur pour éviter de transgresser les règles juives. C'est lui qui a lancé la pétition contre ce changement. Je reçois des dizaines de SMS de joueurs professionnels qui ne sont pas du tout observants du Shabbat et qui m'encouragent. J'en reçois également d'entraîneurs, de directeurs sportifs. Si j'ai reçu le soutien également de 3 équipes arabes israéliennes qui ont signé la pétition, c'est la preuve que tout le monde a le droit de profiter de ce jour comme un jour chômé. D'autant que certains joueurs qui étaient prêts à jouer le Shabbat dans l'élite, et ce pour un salaire conséquent, estiment être en droit d'avoir un complément de salaire pour jouer le samedi en 2e division. Une question de foi et aussi d'argent, explique donc l'agent de joueur David El Haddad. Ça va faire perdre de l'argent, beaucoup d'argent au club de 2e division et donc je ne sais pas comment ils vont tenir avec ça parce que c'est important pour eux cet argent. Il y a beaucoup de joueurs que je connais qui pourraient jouer en 1re division et ils ont décidé de jouer en 2e division justement pour ne pas jouer Shabbat. Et maintenant on leur impose de jouer Shabbat donc ça va faire un très grand problème pour eux. Un faux problème, répond le chef de la communication de la fédération. Pour lui, les joueurs sont hypocrites et ne verraient que leur propre intérêt. Nous n'avons pas de solution pour le moment. Je ne parle pas que des ligues professionnelles, je parle surtout des enfants. Il n'y a pas assez de stades. Ceux existants n'ont pas de projecteurs et donc il nous est impossible de les faire jouer en soirée dans la semaine. Pour le tribunal du travail en Israël, le Shabbat est un jour chômé. Si elle venait à forcer les matchs à se disputer le samedi, la fédération irait contre la loi du pays. En attendant, le loto sportif a d'ores et déjà tranché. Il n'y aura pas de paris ce week-end concernant les matchs de championnat israélien. Là aussi, une sorte de repos forcé. En tout cas, Mathias, une chose est sûre, ce samedi, dans 3 jours, aucun match ne sera joué dans le pays ? Deadline ce soir, c'est-à-dire que les présidents de clubs et de Ligue 1 et de Ligue 2 israélienne, la Ligue Atal et la Liga Léomite, ont donné jusqu'à ce soir pour prendre une décision parce que demain ça sera trop tard, ils n'auront pas eu le temps de s'entraîner pour les matchs et donc si ce soir il n'y a pas de décision, il n'y aura pas de match ce samedi. La ministre des Sports a proposé un compromis, une sorte de solution. Quelle est-elle et va-t-elle être entendue ? La solution miracle parce qu'elle vient de sauver en fait en clair son comparse de la table du gouvernement, Arié Deri, puisqu'Arié Deri avait reçu le pistolet sous la tempe de la part de la fédération parce qu'en tant que ministre de l'économie, c'est lui qui a le droit de signer un permis de travail pendant le jour sacré du Shabbat. Or, lui en tant que ministre orthodoxe, bien évidemment, vous ne pouvez pas lui demander de signer, de travailler pendant Shabbat. Et donc elle vient de le sauver en proposant cette solution que le conseiller juridique du gouvernement, Yehuda Weinstein, prenne la décision, donne 60 jours d'un permis de travail aux fédérations et laisse aux fédérations le choix de décider et de chaque équipe de savoir si elle peut ou pas jouer Shabbat. Sauf qu'on marche sur la tête parce que si une équipe qui ne veut pas jouer Shabbat se retrouve face à une équipe qui veut jouer Shabbat, il y aura 11 contre 0. Ouais, c'est pas une solution. Alors quelles conséquences aura sur le long terme cette interdiction de jouer le Shabbat ? Alors s'il y a un arrêt du championnat pour cette fois-ci, il n'y aura quasiment aucune conséquence parce qu'on l'a vu l'année dernière à cause de bordures protectrices, plusieurs journées, en tout cas 2 journées ont été avortées. Elles peuvent être rattrapées par la suite. Si ça dure sur le long terme, sur 1 mois, voire plus, il y aura des conséquences énormes parce que pas de droit de télévision, pas de droit de téléviser pour la 1re et la 2e division et surtout pour les enfants, pas de match pour les enfants toute l'année. On pourrait même arriver dans une situation complètement catastrophique avec l'annulation formelle de la saison. C'est une utilisation bien évidemment controversée de ce Shabbat. Il faut dire quand même qu'il y a 2 sortes de footballeurs, ceux comme Avi Evgi qu'on a vu dans ce reportage qui, eux, se sont renforcés, sont revenus à la religion et qui disent « j'ai le droit en tant que juif de ne pas jouer Shabbat, j'ai la solution ». Uri Malmilian, qui est un entraîneur qui a tout connu en Israël, a fait ça pendant 50 ans. Il allait le vendredi dans un hôtel et le samedi, il se rendait à pied au stade. Il y a ceux, en revanche, qui utilisent Shabbat pour des raisons pécuniaires. À savoir qu'on a le droit de jouer, de transgresser Shabbat en 1re division pour un gros pactole. En revanche, en 2e division, c'est un peu plus compliqué. Voilà, débat compliqué. Merci beaucoup à Mathias Inbar.
Le ministre français de l'économie a terminé hier soir sa visite en Israël. Emmanuel Macron, vous le savez, a incité à accentuer les échanges commerciaux entre les deux pays. Et c'est dans ce contexte que le directeur général adjoint du groupe Orange est lui aussi en Israël en ce moment. Orange, au cœur d'une récente polémique sur son retrait d'Israël et qui avait provoqué, on s'en souvient, un incident diplomatique. Pierre Louette était l'invité du Mag-Echo. Il conforte la présence d'Orange en Israël. On l'écoute. On a lancé l'an dernier un FAB en Israël, qui a été vraiment déjà bien salué, dans lequel on a vu passer une petite dizaine de sociétés. Certaines sont en train de se développer, vont peut-être être financées d'ailleurs par des véhicules d'investissement que nous avons. Donc c'est vraiment l'incubation-accélération, comme vous le disiez. Et puis aussi c'est l'annonce de notre volonté de nous renforcer dans l'investissement dans des startups en Israël. Israël, c'est une terre de technologie. On n'en connaît pas beaucoup des comme ça, et on a vraiment envie de continuer à y être présent et à investir plus. Donc un écosystème d'innovation performant en Israël, c'est votre regard que vous portez sur ça? C'est-à-dire qu'il y a une formation incroyable, il y a une énergie aussi, c'est pardon un lieu commun de le dire, mais une énergie incroyable aussi qu'on ressent physiquement quand on vient. Et puis il y a tous ces jeunes gens extrêmement bien formés, très entreprenants, qui sont prêts à prendre des risques et donc qui lancent beaucoup de startups. Alors c'est historiquement documenté, c'est-à-dire que ça date pas exactement d'hier, ça fait longtemps qu'Israël produit des grandes startups dans le monde. Parfois elles sont créées puis elles sont vendues à des grands groupes et sinon elles continuent leur existence. Donc on est dans ce mouvement depuis un moment, on a envie d'y être encore plus. Beaucoup de sociétés cotées au Nasdaq. Alors concrètement, Orange en Israël, mis à part forcément la polémique de la licence de marque avec l'opérateur partenaire qui a fait beaucoup de bruit ces derniers mois, vous disposez d'une filiale de services pour les médias en ligne, V-Access Aura, d'un centre de recherche, vous l'avez dit, d'innovation. Est-ce que la présence d'Orange, vous la voyez à long terme ici en Israël? Alors absolument, la présence d'Orange d'abord, elle date pas d'hier, ça fait une vingtaine d'années quand même qu'on est là. V-Access Orca, comme vous l'avez mentionné, c'est une société qui emploie aujourd'hui 65 personnes directement, une centaine qui travaillent pour elle. Donc, on a une présence, on a des activités de recherche aussi qui sont là depuis un moment. On a des activités qu'on appelle business to business, ça s'appelait CITA, ça s'appelle OBS aujourd'hui. Voilà, donc c'est un pays dans lequel on est actif, c'est un pays dans lequel on a bien l'intention de rester actif, pas en tant qu'opérateur de télécom, pour les raisons que vous savez, mais pour toutes les autres activités. Évidemment, on condamne totalement toute forme de boycott, donc on est contre ces idées de boycott, ça c'est clair. Deuxièmement, c'est pas compliqué, puisqu'encore une fois, comme je le mentionnais à l'instant, on est en Israël depuis longtemps, on n'a jamais eu l'intention de s'en retirer, et on a bien l'intention d'y rester, et de continuer à y être actif et présent. Pas comme opérateur de télécom, mais comme investisseur dans la R&D, dans les startups ou dans le business to business. Fiamma Nierenstein, retenez ce nom, elle pourrait être à l'origine d'une crise diplomatique entre l'Italie et Israël. Son parcours est étonnant. Daniel Haï, qui est-elle? Fiamma. Alors Fiamma en italien ça veut dire flamme. On va dire que Fiamma c'est une enflammée, aujourd'hui de la politique israélienne. On va dire c'est une passionnariat de la droite israélienne aujourd'hui, au même titre que d'autres personnalités, d'autres journalistes comme Caroline Glick qui est très connue en Israël. Elle est israélienne depuis 2013 seulement. Elle a fait son aliyah en Israël, mais elle a eu un parcours extrêmement atypique durant sa vie en Italie. Une députée Alors, italienne. Elle était députée en 2008, députée du parti de Silvio Berlusconi, du parti de droite. Et en fait, elle est d'origine, ses parents sont communistes, des militants communistes. Elle a commencé sa carrière dans la gauche italienne. On la voit au Parlement italien. Voilà, et elle a bifurqué, on va dire, elle a changé d'orientation tout de suite après la guerre des 6 jours, lorsqu'elle s'est fait insulter par des communistes italiens parce qu'elle était allée en Israël. Et à partir de là, elle a pris conscience d'une certaine manière d'une autre réalité et elle est devenue véritablement l'une des personnalités qui défendent Israël de la manière la plus véhémente et la plus ferme, on veut dire. Le Parlement italien. Alors, elle quitte l'Italie pour s'installer en Israël. Elle s'installe en Israël. Et dernière étape de ce parcours étonnant, elle vient d'être nommée ambassadrice d'Israël. Alors il faut préciser aussi que c'est une historienne et que c'est une spécialiste de la lutte antiterroriste, ce qui pourrait laisser penser pourquoi elle a été nommée par Benjamin Netanyahou, qui est aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères. Et sa nomination suscite une polémique. Alors on en parle aujourd'hui, parce que sa nomination au poste d'ambassadrice d'Israël en Italie suscite une polémique et surtout l'inquiétude de certains responsables de la communauté juive italienne qui en ont parlé avec le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, qui s'est rendu en début de semaine au Vatican, à Rome, et qui a rencontré ses responsables. Oui, il faut rappeler que les relations israélo-italiennes sont extrêmement bonnes aujourd'hui. Il y a, outre la visite de Reuven Rivlin en Italie, il y a eu, il y a 2 semaines, la visite de Benjamin Netanyahou
aussi, et sa rencontre avec Renzi, le Premier ministre italien, il y a d'étroits contacts, on peut parler d'amitié très profonde entre Israël et l'Italie. Et les responsables de la communauté craignent justement que la nomination de Fiamma Nierenstein ne remette sur le tapis le problème de la double allégeance, la fameuse double allégeance des Juifs italiens. Sont-ils italiens avant tout ou sont-ils israéliens? Et c'est un véritable problème pour Fiamma parce qu'elle est israélienne depuis seulement 2 ans. Si elle avait vécu en Israël depuis longtemps, elle a fait un passage ici en tant que diplomate italienne, puisqu'elle était dirigée le centre culturel italien en Israël, mais elle n'est pas israélienne depuis longtemps. Et on dit que quelque part, cela peut porter à confusion, d'autant plus, pour la petite anecdote, sachez que apparemment l'un de ses enfants travaille dans les services secrets italiens. Vous imaginez la problématique. Donc, du côté de la communauté, on ne voudrait pas avoir de problème, on ne voudrait pas qu'on remette en cause la loyauté de la communauté juive envers l'Italie, et on dit que cette nomination risque de poser problème. Alors pour finir, en tout cas, on peut dire, Daniel, que cette nomination en dit long sur l'état d'esprit de Benjamin Netanyahu sous sa casquette de ministre des Affaires étrangères, il faut le rappeler. On oublie que Benjamin Netanyahu est ministre des Affaires étrangères et qui profite de cette casquette pour nommer des ambassadeurs, on va dire des ambassadeurs de poigne, des ambassadeurs qui ont une politique, une approche et une voix extrêmement forte pour défendre Israël. Et c'est le cas par exemple pour Ron Dremer, l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, qui est très proche de Benjamin Netanyahu et qui n'est pas du tout apprécié du côté de la Maison-Blanche. C'est le cas aussi pour la nomination de Danny Danon, qui est le prochain ambassadeur d'Israël aux Nations Unies. On va l'entendre parler. Danny Danon n'a pas froid aux yeux. Il parle très clairement, il défend Israël. Et ça sera aussi le cas pour ce sont des hommes et des femmes très à droite. On abandonne le politically correct du côté de la diplomatie israélienne pour essayer de faire passer un message très ferme. Et c'est la volonté du Premier ministre Netanyahou. Merci beaucoup, Daniel Laïc. Allez, ce photographe d'art israélien présent, il s'est fait connaître pour ses reconstitutions bibliques en utilisant son appareil photo. Sa dernière série de clichés prend pour modèle des Israéliennes d'origine éthiopienne. Reportage Uri Shapira avec Maxime Pérez. Ces anciens dessins représentent le chant de la mer, un moment important de l'histoire biblique qui raconte l'exil des Israélites d'Égypte vers la terre promise. Mais le photographe de renom Toby Cohen a une vision bien différente de la représentation habituellement faite de cet épisode. Soyons honnêtes, les Juifs, les Israélites qui sont sortis d'Égypte n'étaient pas de la même couleur que moi, ça c'est sûr. Des dizaines de femmes juives éthiopiennes sont venues de tout Israël jusqu'aux plages splendides de Gaash, au nord de Tel Aviv. L'occasion, une reconstitution du chant de la mer de Myriam, extrait du livre de l'Exode, second livre de l'Ancien Testament. Un événement au cours duquel les femmes ont chanté pour célébrer la traversée saine et sauve de la mer Rouge. J'ai pensé que c'était une très belle opportunité de pouvoir recréer une histoire du passé dans une photo contemporaine mais classique. Toby Cohen, ancien paparazzi, s'est focalisé ces dernières années sur des projets de photographie particulière où il a recréé certaines scènes de la Bible. Pourtant, contrairement à ses projets précédents, Toby a ici décidé de montrer une vision différente d'une situation aujourd'hui alarmante en Israël. Je pense qu'aujourd'hui en Israël, la communauté éthiopienne ne fait pas l'objet de toute l'attention qui lui est due et ne reçoit pas le soutien qu'elle devrait. En mai dernier, une série de manifestations de masse a secoué le pays alors que la communauté éthiopienne descendait dans les rues de Jérusalem et de Tel Aviv. Une communauté unie pour protester contre les violences policières et la discrimination. Les femmes qui ont participé à cette séance photo très particulière occupent pour la plupart de hautes responsabilités. Elles sont venues faire passer un message clair. J'ai vu des femmes éthiopiennes très puissantes qui faisaient tant de choses pour la société. Et ce genre d'image, c'est une victoire pour notre combat. Alors peut-être que ce type de projet ne changera pas uniquement la façon que nous avons de dépeindre les Hébreux au temps de la Bible. Peut-être pourrait-il aussi faire la lumière sur une communauté qui attend toujours la reconnaissance de la société dont elle fait aujourd'hui partie. Alors, on va se quitter pour un nouveau journal. Juste après, ce record célébré par toute une nation. La reine Elisabeth II bat ce mercredi le record de longévité sur le trône britannique. 63 ans, 7 mois et 2 jours d'étranges privilèges, de cérémonial et de chapeaux plutôt excentriques. On y revient donc après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Eleonore Veil. Restez avec nous, ce sera dans 2 petites minutes.
retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. Et on poursuit par ce record célébré par toute une nation. Aujourd'hui, la reine Elisabeth II bat ce mercredi le record de longévité sur le trône britannique. 63 ans, 7 mois et 2 jours. Regardez. Couronnée à l'âge de 25 ans, la reine Elisabeth II accède au trône en 1952. Son règne s'étend de l'après-guerre quand le rationnement existait toujours à l'ère numérique d'aujourd'hui. Elle a travaillé aux côtés de 12 premiers ministres britanniques, y compris Winston Churchill, mais s'est toujours gardée de s'immiscer dans la vie politique du pays. D'une certaine manière, c'est une figure d'autorité. Mais le paradoxe, c'est qu'elle n'a jamais fait usage de cette autorité. Aucune famille, aussi royale soit-elle, n'est à l'abri des épreuves de la vie et la reine Elisabeth n'a pas été épargnée. En 1981, son héritier Charles épouse Diana, mais le conte de fées vire rapidement au cauchemar. Très critiquée après la mort de la princesse Diana en 1997, l'opinion publique s'est adoucie après le mariage du prince William et de Kate Middleton et la naissance de leurs 2 enfants. Après avoir visité 132 pays, la souveraine se fait désormais régulièrement représentée par le prince Charles. À mon avis, quelque chose devra être légué quand la reine aura passé les 90 ans. Et cela pourrait impliquer la régence du prince Charles. Même si Sa Majesté a servi 63 ans et qu'elle bat le record de la reine Victoria, nous sommes en territoire inexploré. Et nous devons donc patienter pour voir comment les choses évolueront. Un record de longévité qui ne passionne pas particulièrement les Britanniques. Je pense qu'elle va continuer à faire un travail extraordinaire, peu importe son âge. On dirait qu'elle est plus forte avec l'âge, pourvu que ça dure. C'est impressionnant et elle a fait des choses extraordinaires dans l'histoire. Mais pour être honnête, je m'en fiche un peu. Le 9 septembre, elle dépassera les 63 ans et 216 jours sur le trône de sa trisaïeule, la reine impératrice Victoria. C'est sans chichi ni cérémonie que la souveraine compte fêter ce record. Elle sera en Écosse, son lieu de villégiature estivale habituel, où elle inaugurera une nouvelle ligne de chemin de fer. Voilà, Elisabeth II qui entre donc dans l'histoire, mais son règne n'a pas été épargné par quelques épisodes cocasses, des anecdotes qui tranchent avec son sérieux légendaire. Betsabé, votre sérieux légendaire va quand même vous obliger ce matin à en parler. Exactement, on va commencer par une anecdote, si vous voulez bien. C'est un diplomate britannique qui raconte en 98 une réception au château de Balmoral en Écosse, parmi eux Abdallah Al Saoud, qui est alors prince héritier seulement d'Arabie Saoudite. Alors il raconte, après le dîner, la reine a demandé au prince s'il souhaitait visiter le domaine. Alors le prince saoudien s'installe confortablement derrière sur le fauteuil passager, comme il lui a été indiqué. C'est alors que la reine prend elle-même le volant de la Land Rover royale. Et on rappelle au passage qu'en Arabie Saoudite, les femmes n'ont pas le droit de conduire. Et certainement, Elisabeth II avait ce non-droit en tête. Elle démarre alors en trombe, ne lâche pas l'accélérateur de son pied, exactement. Ouais. Alors là, on la voit sur ces images, c'était un petit peu plus tard, c'est il y a quelques années, et on la voit. Et alors, elle conserve son pied sur l'accélérateur, notamment dans les virages, tout en discutant avec flegme avec son invité. Selon le diplomate présent à l'arrière du véhicule pour raconter cette histoire, le prince Abdallah était bien trop terrorisé pour écouter ce que disait la reine, et à l'aide de son interprète, le prince héritier la suppliait de ralentir et de se concentrer sur la route. Voilà, alors bien sûr, à force de faire des folies, la reine est parfois à plat. Voici un cliché que vous allez voir, un exemple parmi quelques-uns quand même. Elle relativement, voilà, on l'excuse, hein, on n'a pas droit à ce genre d'événements royaux. On imagine que c'est pas forcément très très excitant. En revanche, on note, outre le rose fuchsia, que la reine est toujours impeccable, tirée à 4 épingles, sauf que certains photographes et certains clichés ont su quand même au fil des années lui redonner un côté un peu humain. Exactement, alors comme quand elle s'émerveille par exemple des nouvelles technologies, elle aussi, regardez, c'était le 18 novembre 2010, elle essayait des lunettes 3D durant sa visite de l'université de Sheffield, un petit look qui lui va bien, moi je trouve, avec cette assortie aux taches du papillon, ou alors la reine-mère carrément, regardez, je vous laisse découvrir la reine-mère, les doigts dans le nez carrément. Oh mon Dieu. Alors on pourrait croire à une erreur de jeunesse, mais je pense plutôt pour une mauvaise habitude, puisque regardez, à 88 ans, les photographes la surprennent encore à chasser l'invité dans ses narines.
Et pour cause, rien de tel qu'une course équestre pour la faire perdre contrôle. Elle existe aussi, la reine, en souriant, exaltée. La reine, une grande fan de chevaux, hein, on ne le dit jamais assez. Les chevaux et les chiens. Les chevaux et les chiens, les chevaux qui la font bondir, sourire, écarquiller les yeux, même en leur présence. Une passion, elle grimpe même sur le cheval, si elle a le temps. Voilà, super look de la reine à cheval. Barbara, je sais que ça vous plaît, avec le petit bandana vert. Et exceptionnellement, quand même, ça lui arrive, lors de ses courses équestres, de s'ennuyer. On peut la voir aussi parfois faisant un peu la tête, mais la reine est assez chic pour faire oublier tous ces mauvais clichés, parfois pas d'un très bon goût, comme quand elle apparaît avec ce chapeau, par exemple, affublé de fleurs façon pâte d'amande. Ça, c'était lors du 60e, pas 160e, pas encore, anniversaire de son couronnement, où quand elle montre, vous allez voir ce côté d'elle quand même plein de vie. Une reine Elisabeth II pleine de vie, regardez. God Save the Queen. Voilà, excusez-nous pour la vidéo qui était pas très bien montée par mes soins. Et quand même, on voit que cette reine, hein, qui est toujours en train de faire un peu la tête, finalement, eh bien, elle est tout à fait aimable et elle sait sourire à ses heures, mais c'est juste que sa profession ne lui permet pas son statut. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup, Bethsabée. Allez, un mot de cinéma à présent. Rabin, The Last Day. Rabin, le dernier jour, c'est le titre du dernier film d'Amos Gitaï. Il a été présenté cette semaine au Festival de Venise, à la Mostra. Maurice, on en parle avec vous. D'abord, le film, c'est une fiction ou un documentaire ? Les deux. C'est à la fois un film, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui remplissent les rôles de certains personnages, notamment de l'assassin, du frère de l'assassin, mais pas de Rabin. Par contre, il n'y a personne qui a voulu incarner le rôle de Rabin. Et aussi un documentaire, parce qu'on y trouve des interviews, par exemple de Shimon Peres, qui avait pris l'intérim après l'assassinat d'Yitzhak Rabin, il était Premier ministre. On trouve aussi une interview de Léa Rabin, qui parle de son mari et de sa vision politique. On trouve aussi des images d'archives. Et surtout, le film a été construit sur les procès-verbaux de la commission Shamgar qui avait été chargée de faire l'enquête sur cet assassinat. Donc vous allez voir un extrait, c'est pour vous rendre compte un peu de ce que c'est. Moi, je n'ai pas vu tout le film, j'ai vu ces extraits, vous allez voir. Ce moment critique où Rabin est emmené à l'hôpital et décède de ses blessures. Alors il faut aussi souligner le rôle impressionnant de l'acteur qui incarne Yigal Amir, l'assassin, avec ce sourire sur les lèvres, un sourire démoniaque qu'il n'a jamais quitté jusqu'à présent. Il est condamné à vie et il garde toujours ce sourire un peu provocateur, énormément provocateur pour les Israéliens. Oui, évidemment. Alors Amos Gitaï, réalisateur israélien politiquement engagé et qui a toujours, de film en film, finalement mis le doigt sur les plaies de la société israélienne. Exactement. On se souvient, en 2000, Amos Gitaï réalise un film qui s'appelle Kippour. C'est l'histoire, pratiquement son histoire, de deux soldats qui tentent de rejoindre le front sur le plateau du Golan et qui n'y arrivent pas, qui n'y parviennent pas. Finalement, ils sont joints à une unité de secours de l'armée de l'air, un secours par hélicoptère. Et là, on peut voir dans un film magnifiquement monté cette confusion qui régnait lors de la guerre de Kippour sur le front et dans les milieux politiques, une confusion qui a donné lieu en fait aussi à une commission d'enquête qui a jugé que l'armée n'était pas prête, n'avait pas fait le nécessaire pour assurer la sécurité de l'État, et la guerre de Kippour a été une véritable catastrophe du point de vue israélien. Alors là, vous allez voir, Amos Gitaï parle de son projet lors d'une conférence de presse qu'il a donnée à Venise et il explique pourquoi il a voulu faire ce film. Regardez.
L'assassin, c'est strictement le pistolet. Il avait toute une série d'intérêts et de gens qui étaient envie de déstabiliser Rabin. Pas tout le monde était envie de lui tuer, mais il était envie de débarrasser de ce courant qui existe toujours dans les sociétés israéliennes, qu'il faut qu'Israël arrive de trouver un modus vivendi avec les voisins et surtout avec les Palestiniens. Voilà, alors la phrase clé, c'est « l'assassin, c'est strictement le pistolet », une phrase qui ne plaît pas à la gauche israélienne. La commission Shamgar, qui a été chargée d'enquêter sur le meurtre d'Yitzhak Rabin, s'est contentée de pointer l'assassin. L'assassin, il a été arrêté pratiquement le soir même. Il n'a jamais nié que c'était lui qui a tiré sur Yitzhak Rabin. De pointer les défaillances des services de renseignement, des services de sécurité, des gardes du corps de Rabin et même du chauffeur de Rabin qui n'avait pas mis la sirène sur la voiture et donc qui est arrivé en retard à l'hôpital. Donc une commission d'enquête qui a fait un travail purement technique. C'est ce que critique Amos Gitaï, qui dit l'assassin, c'est strictement le pistolet. Mais j'ai un autre projet, je ne veux pas faire un film sur culte sur Yitzhak Rabin, non, je veux faire un film sur cette ambiance de provocation et d'incitation qui a précédé le meurtre de Rabin. Et c'est ça toute une le frange sujet de du film. l'extrême droite israélienne. Toute une frange de l'extrême droite israélienne, surtout de l'extrême droite religieuse. Ouais. Notamment, vous savez qu'il y a eu ce fameux din Moser, c'est-à-dire ce droit de poursuite qu'ont émis certains rabbins de la droite nationale sioniste, donnant l'ordre de protéger des vies juives et d'aller jusqu'à tuer celui qui met en danger des vies juives, un din rodef, un halakha qui a servi de justification justement à Yigal Amir. Voilà, et c'est ce qu'essaye de soulever. C'est ça que par ce film Amos Gitaï. Alors Amos Gitaï, on l'a dit, très engagé politiquement, qui a beaucoup parlé dans son œuvre du conflit israélo-palestinien. Et pour lui, ce ne sont pas seulement les extrémistes juifs qui sont en cause, mais les extrémistes de tous les bords. De tous les bords, il l'a redit lors de cette conférence de presse. Finalement, ceux qui ne veulent pas la paix, l'entente, les compromis, ce sont toujours ceux-là qui gagnent, et que ce soit des extrémistes, des colons juifs, comme il l'a dit, mais aussi les Palestiniens, écoutez-le. Un effort systématique de déstabiliser ce gouvernement et l'attaque est arrivée de tous les côtés possibles. Et d'ailleurs aussi du côté palestinien. C'est-à-dire que les hypernationalistes et intégristes palestiniens, ils ont choisi ces moments-là que Rabin a retiré l'armée des villes palestiniennes, de mettre les bombes dans les bus à Tel Aviv. Comme souvent dans le Moyen-Orient, les coalitions les plus stables, c'est les coalitions de gens qui ne veulent pas la paix. Voilà, la coalition des gens qui ne veulent pas la paix, que ce soit côté palestinien ou côté israélien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Amos Gitaï raconte une interview d'Yitzhak Rabin quelques années avant sa mort, où il parlait justement de la bande de Gaza, annonçant qu'un retrait unilatéral de la bande de Gaza installerait le chaos et laisserait la place aux extrémistes islamistes. Voilà. L'histoire qui dicte sa loi. Merci beaucoup Maurice pour ces explications sur ce film Rabin de Last Day, le dernier Gitaï. Allez, c'est l'une des expos phares de cette rentrée. Elle a ouvert ses portes à l'Institut du monde arabe à Paris hier. Osiris, mystère englouti d'Égypte, réunit 250 pièces, la plupart provenant des fouilles sous-marines réalisées depuis la fin des années 90. C'est absolument magnifique, regardez. Succession de figures de 5000 ans d'âge, écrits et tablettes sortis tout droit des eaux. L'Institut du monde arabe à Paris accueille l'exposition Osiris, mystères engloutis d'Égypte. Des dizaines de pièces rares repêchées en baie d'Aboukir. Au total, 250 objets issus de 7 années de fouilles menées dans les profondeurs, là où s'élevait à l'époque Tonis Hérakléon et Canopée, deux cités submergées depuis le 8e siècle. Pour mener à bien ce travail sous les mers, mieux vaut être polyvalent. Le commissaire de l'exposition, Franck Gaudio, est archéologue, mais aussi plongeur. La découverte de cette statue colossale du dieu Hapi a été un très très grand moment de ma vie d'archéologue et pour tous les membres de mon équipe. Peu à peu, on a retrouvé d'immenses fragments qu'on avait du mal à interpréter et puis tout d'un coup, on a découvert son visage et on a compris qu'on était en présence d'une statue colossale. On a essayé sous l'eau d'assembler tous ces éléments et on a vu une vue extraordinaire de ce dieu submergé, dieu de la crue du Nil. Aux côtés de ces trouvailles, une quarantaine d'œuvres provenant des musées du Caire et d'Alexandrie seront acheminées pour l'occasion.
Le dieu du Nil, fierté des chercheurs, aura aussi le loisir de découvrir les traditions modernes et locales de Paris. La programmation de l'Institut du monde arabe se veut diverse. Œuvres plastiques, mais aussi musicales. 2 concerts seront organisés en partenariat avec le festival Paris Hip Hop en juin prochain. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci Maurice, Betsabé, merci à vous d'avoir été avec nous, de votre fidélité au Morning. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actu. On se retrouve dès demain. Passez une très belle journée. Portez-vous bien.